Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Hoop Culture, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler basket et culture au sens très large. Je suis Théophile Messer, le rédacteur en chef de River Basket Session, et comme chaque dimanche, pardon, je suis rejoint par mon illustre acolyte Pierre Armand Samama. Comment ça va, Pierre Armand? Ça va super bien. Ravi de te retrouver, de vous retrouver tous pour ce nouvel épisode de Hoop Culture qui s'annonce comme d'habitude croustillant. Eh ben écoute, cette semaine c'était très bonne semaine parce qu'en plus j'ai eu l'occasion de te parler mardi soir parce que tu as eu la gentillesse de m'inviter dans l'émission Hang Time de Radio Grenouille. On a pu parler un petit peu de la loose, on a pu parler un petit peu du dernier bouquin Rivers. Est-ce que tu peux rappeler peut-être pour ceux qui connaissent pas, est-ce que c'est Hang Time, où est-ce qu'on peut écouter ça, est-ce qu'on peut choper un peu de replay quelque part si on n'est pas sur Marseille et comment ça se passe? Alors, Hangtime, c'est une émission qui existe depuis, c'est la 17e saison, là. Ça fait plus de 650 émissions en direct qu'on vous offre tous les mardis de 19h à 20h sur Radio Grenouille 88.8 pour les Marseillais et radiogrenouille.com pour ceux qui sont worldwide. Vous retrouvez les podcasts chaque semaine sur les plateformes de streaming de la même manière que vous retrouvez les podcasts de Hoop Culture et de Rivers. Le principe, c'est un petit peu comme le nôtre, c'est l'actualité de la black music dans un spectre très très large. Ça va du hip-hop au jazz en passant par la musique électronique, etc. On a un invité pratiquement toutes les semaines qui fait l'actualité, qu'il soit francophone, qu'il soit international. Voilà, des interviews. Tout ça, c'est toujours du live et on a des gens, bon, bah, évidemment, au-dessus, mais on n'annonce pas les patrons quand on a Théo qui vient de temps en temps dans Tu l'émission. vas faire fuir les gens, attention. Donc voilà, ça permet de parler NBA puisque la culture, vous verrez le logo de l'émission, c'est une reprise d'un logo de Spike Lee. Voilà, toute cette culture-là autour de la culture sneaker, de la culture basketball est très très présente dans l'imaginaire esthétique et éditorialiste d'Hangtime. Donc soyez les bienvenus tous les mardis, 19h, 20h. Et on est sur les réseaux sociaux aussi, donc n'hésitez pas à nous suivre, ça nous fera très plaisir. Ouais, voilà, si une dose de la douce voix de Pierre Armand vous suffit pas par semaine, hop, vous glissez le mardi soir sur Hangtime pour avoir la deuxième dose, comme on dit, histoire de tenir jusqu'à la fin de semaine. Euh, Et c'est ou moi ou Elodie Rama, donc la voix sera douce dans tous les cas. La sienne est bien plus douce que la mienne. D'ailleurs, on lui passe un coucou. Et tu parlais de radio. Elodie, elle a été playlistée cette semaine dans l'émission Stretch and Bobito de Bobito Incroyable. Garcia. Donc c'est plutôt cool. Ça fait bien plaisir de voir nos artistes indés qui sont joués dans des émissions mythiques à New York. Super, bah, tu la féliciteras de ma part et de notre part à tous. Ça sera Euh, fait. cette semaine, voilà, on a un thème un peu différent. Hyper subjectif, on vous le dit tout de suite, que les choses soient claires, c'est notre avis, il n'engage que nous. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous pourrez nous donner le vôtre, on sera ravis de découvrir ça et d'y répondre. Voilà, le sujet d'aujourd'hui, c'est surcoté, sous-coté. On a tous des joueurs, des équipes, des coachs qu'on trouve surcotés ou sous-cotés. C'est un petit peu, voilà, il y a beaucoup de subjectivité dans tout ça forcément. On a décidé de faire une émission spéciale là-dessus, donc à tour de rôle avec Pierre, on va vous donner des personnages liés au basket ou pas uniquement, parce que je pense que sur la fin on ouvrira aussi à d'autres champs que le basket pour savoir comment on les trouve et puis on va découvrir aussi la réaction de l'autre, comme vous savez dans Hoop Culture, avec Pierre on se donne jamais les items sur lesquels dont on va parler à l'avance, donc on les découvre en même temps que vous. Et moi j'ai hâte de découvrir un petit peu ce que Pierre a noté, parce qu'il est arrivé avec un bottin complet, une encyclopédie des mecs surcotés, sous-cotés, il a fait ses devoirs toute la semaine pour être là au rendez-vous. Du coup, après une telle intro, je suis obligé de te céder la parole. Pierre, à Une qui sorte de bible de la rage. Ou de exactement? l'amour. Non, mais en fait, la première vraie question, Théo, c'est ça. En fait, je pense on peut tous être d'accord sur des joueurs sous-cotés. Euh, on- J'en ai cherché quelques-uns un petit peu particuliers, mais c'est l'idée d'être surcoté, parce que ça, en effet, on peut s'attirer les foudres de pas mal de gens. Ça signifie quoi? Qu'on n'est pas assez performant, qu'on n'a pas répondu aux attentes malgré une réelle hype, etc. C'est parce que on est à la limite du what if dont on a parlé la dernière fois. On peut se dire s'il avait fait ceci, cela, etc. Et puis finalement, on a des joueurs qui sont en fin de carrière, on peut clairement dire ils ont été surcotés, mais même c'est difficile à dire. C'est très subjectif, c'est parfois injuste même, mais on va quand même essayer de vous expliquer nos choix au mieux. Et moi, je vais démarrer avec mon joueur préféré.
Parce que j'ai un vrai problème avec lui. Il appartient à notre franchise de cœur, Théo. Et tu l'as sur ton cœur, cette franchise aujourd'hui. Tu es un superbe suite d'ailleurs, magnifique. Et on est bien sapé. Hein. Tu as vu, nous on représente Ah, les c'est copains clair. de la First Team. Donc aujourd'hui, on est sapé comme Big up. jamais. C'est Demar DeRozan. J'ai un problème avec lui. C'est mon joueur préféré. J'ai ses maillots de époque Toronto, Chicago. J'ai des suites avec son nom derrière. Et pourtant, je me rends un peu à l'évidence. Il fait jamais vraiment gagner son équipe. J'ai noté une stat. Alors, il la rend plus sexy, l'équipe. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Il a une tonne de skills. Moi, j'adore. Il est clutch. Mais il y a un truc qui cloche. Bon, la défense, on n'en parle pas trop. Mais c'est surtout une incapacité finalement. Il commence à faire ça, mais à s'adapter à la révolution des 3 points. Pour un shooter, comme ça, c'est difficile. C'est un petit peu bon. Alors, je ne vais pas dire le mot qui va te fâcher parce que Jimmy Butler, je peux pas dire, on peut pas le dire sans mais jamais, jamais overrated Jimmy Butler, bien sûr, mais pareil, qui sont restés sur le mid-range comme ça, un petit peu à l'excès parfois. Et puis donc cette stat, depuis 2012-2013, ces équipes sont à plus 1,6 points de rating pour 100 possessions avec lui sur le terrain et plus 3,8 sans lui. C'est pas ouf, c'est pas énorme, hein, mais c'est pas non plus comme quoi il apporte, mais il apporte pas le gap. Et puis il y a cette stat horrible qu'il quitte Toronto et Toronto est champion derrière, quoi. En fait, c'est le trade, tu vois, qui a fait gagner son club de cœur. Il apporte, il fait vendre des maillots, c'est sûr. Moi, je l'adore, j'adore le personnage, je le trouve solaire. C'est vraiment un personnage à part que j'aime beaucoup. Il a un charisme fou, même s'il parle pas beaucoup. Mais je sais pas, j'ai l'impression, et j'ai peur je le pense pas vraiment, mais j'ai peur qu'à la fin de la carrière, on le dise. Ouais, bah, déjà, je découvre que c'est un de tes joueurs préférés. On Ouais. avait parlé un petit peu, mais je pensais que c'était plus l'aspect Chicago, tu vois, qui te le faisait Non, vraiment, depuis kiffer à ce point. même à l'époque Spurs, je kiffais. Ouais. Pourtant, c'était pas la meilleure. Mais non, mais c'est vrai que bah, tu as parlé du personnage, parce que c'est vrai que le bonhomme est hyper attachant. En interview, il est toujours super honnête, hyper transparent, surtout. C'est vraiment une qualité qui est appréciable. C'est un beau joueur de basket, hein, clairement. Voilà, Quelle techniquement. élégance. Ah ouais. Tu sais, l'autre fois, je regardais un match des Spurs et je voyais la technique un petit peu dans le mid-range, justement, de Devin Vassell. Et tu vois à quel point il a appris à ses côtés pendant les années qu'ils ont partagé aux Spurs. C'est clairement, tu vois, tout son footwork, tu sens que c'est complètement inspiré de DeRozan. Mais par contre, ouais, je suis obligé de te rejoindre là-dessus. Il est à je pense qu'il fait partie malgré tout de cette catégorie de joueurs qui te permettent pas de gagner en fait, Ouais. qui feraient des super lieutenants ou des super troisième options. Tu vois, en troisième option, ça serait vraiment super, mais qu'on pas le. Voilà, alors est-ce que c'est parce qu'il n'a pas la défense qui va avec son attaque? Est-ce que c'est, comme tu l'as dit, quand même le fait qu'il soit toujours pas un danger à longue distance et que ça réduise un petit peu son impact en playoff? Tout ça, c'est vrai, et c'est vrai que c'est un peu dommage. En tout Ça me cas, fait un peu penser à Mitch Richmond, tu vois, à l'époque. C'est c'est vrai. des joueurs qu'on adore et dont on adorera se souvenir, je pense. Il a le swag ultime, je trouve, de Rosanne en plus. Moi, je te dis vraiment, j'adorerais le rencontrer. Je l'ai vu jouer cet hiver. Enfin, non, c'était quand l'automne dernier à Brooklyn. Oh, enfin, lui et Lavigne, c'est deux poèmes à regarder jouer. Ils sont tellement élégants. Toi, tu l'as vu jouer à Paris Ouais. quand il est venu. Mais voilà, bon, à voir. Ouais, ouais, c'est drôle de joueur, drôle de carrière. C'est vrai que j'étais content. Tu sais, la première saison avec Chicago, autant j'ai pas été surpris que quand il arrive à Chicago, Chicago démarre sur les chapeaux de roue. Ils font un super début de saison, puis Ah après ouais, ouais. moi effectivement, je pensais qu'ils étaient bâtis pour la saison régulière, mais pas les playoffs, donc j'étais pas étonné de ça. Par contre, j'étais quand même surpris de son niveau de performance individuelle. Et j'étais content pour lui, tu vois, qu'il fasse cette saison énorme où il met des game winners à répétition, Ah ouais. où il est à nouveau All-Star, etc. Ça faisait quand même plaisir à voir ça. Mais il le mérite mille fois, mille fois. Mais en fait, j'ai peur qu'à la fin de sa carrière, on dise, il a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter vu ce dont on a parlé, quoi. C'est toujours pareil, vu l'exposition. Ouais, Allez, ouais. allez, à ton tour, dis-moi un petit peu. On va égrener tout ça tranquillement. Alors toi, tu as pris un joueur de Los Angeles, enfin, qui est originaire de Los Angeles, mais je vais t'en citer un qui joue à Los Angeles, c'est Anthony Davis.
Donc l'un des 75 meilleurs joueurs de l'histoire, si l'on en croit le classement de la NBA. Euh, Extrêmement fort. Potentiellement, chaque année où il peut jouer, le meilleur ou l'un des deux, trois meilleurs défenseurs de toute la ligue. Offensivement, les soirs où il est dedans, bah, c'est un cauchemar à défendre. Et malgré tout, il n'y a pas de constance. Que ce soit pour raison de blessure ou que ce soit pour parfois où on le voit disparaître dans le jeu. Il manque toujours cette constance. Je veux dire, ça fait 3 ans qu'on se dit, mais ça doit être. Il faut un moment que LeBron devienne le deuxième meilleur joueur de cette équipe et que ce soit lui qui prenne les rênes. Et je pense qu'il en est pas capable, ce qui est pas grave en soi. Hein, j'ai pas d'animosité envers le joueur. Hein. C'est un joueur qui est vraiment beau à avoir joué et à avoir évolué. Mais je pense qu'il est pas dans ce tiers de joueurs. Et on en avait parlé un petit peu vite fait tous les deux, Pierre, mais son classement dans les top 75 joueurs, je continue de ne pas le comprendre en fait. Ça me semble trop incompréhensible par rapport à d'autres joueurs, soit qui ont des palmarès bien plus marquants, soit pour des joueurs qui n'ont pas forcément gagné de titres, tu vois, mais qui pourtant qui ont porté leurs équipes sur leurs épaules. Moi, j'ai pas de souvenir d'une équipe avec Anthony Davis en franchise player quasiment seul et qui va loin. Donc voilà, ça enlève rien à tout ce qu'il fait de bien sur le terrain. L'an dernier en playoff, c'était le meilleur défenseur des playoffs. Par contre, par exemple, tu vois, ça c'est clair. Mais voilà, je pense qu'il est quand même un peu surcoté quand on voit un peu comment dire, ouais, le, le groupe de joueurs dans lequel on le place régulièrement. Alors après, tu disais, il aurait pu prendre la place. C'est pas faute d'avoir essayé de lui donner. Hein. Putain, LeBron, il l'a mis bien. Hein. Il lui a dit Tout 100 était fait fois, c'est pour. son équipe. Ouais. Il lui file le 23 pour prendre le 6. Finalement, quand on regarde alors attention, il fait une saison plus que correcte, hein, Anthony Davis. Mais quand on regarde le match, là, le play-in, là, qui est le Mm. quart de finale contre Phoenix, enfin, bon, on voit à qui appartient l'équipe. Après, compliqué pour Anthony Davis prendre une équipe sur ses épaules parce qu'il risque de se niquer la cheville. Ou l'index, on sait jamais. Ou l'index en l'apportant. Donc, faut faire très attention. Un autre joueur qu'on met beaucoup en avant, alors là pour l'instant je parle des actuels, le type parfait du joueur sous courant alternatif qui te flingue des années. Alors juste par rapport à Anthony Davis, est-ce que tu mettrais dans la même catégorie que de Marcus Cousins? Parce que quitte à le mettre dans une catégorie, du mec qui devrait péter la gueule de tout le monde et qui le fait pas, DMC c'est un peu le cas. Hein. Ouais, alors non, je les mettrais pas dans la même catégorie quand même parce que voilà, Anthony Davis, je pense que c'est un talent au-dessus et sa carrière Bien sûr, est oui, je suis d'accord. voilà, incomparable, tu vois. Mais non, par contre, de Marcus Cousins, si on fait un classement des plus gros gâchis, oui, bah là, je Ouais, le mets dans il est top 5 ou premier choix de draft tous les ans, quoi. C'est quand tu as c'est tous clair. les atouts comme ça pour dominer, que tu refuses un contrat à un moment où on te le propose en disant non, là, ça m'intéresse pas, j'irai prendre plus d'argent derrière et que tu as la fin de carrière qui est la sienne parce que malgré les blessures, avec une autre attitude, il aurait quand même pu finir sa Bien sûr. carrière en NBA et continuer à jouer. Donc non, je ne les mettrais pas dans la même catégorie quand même. Alors donc moi, le gars qui se met sur le courant alternatif et qui te flingue la franchise parce que il est très très bon pendant un moment, après il est dégueulasse, mais tu te dis il est plus bon que dégueulasse, donc je vais continuer à construire autour de lui et puis tu perds du temps, tu perds du temps, tu perds du temps. C'est Julius Randle pour moi. Alors évidemment, je dis ça la semaine où il est très bon, tu vois, ou pareil ben, sur le match du in-season tournament, il fait un gros match. Mais je vois pas, vraiment, c'est les 5 premières minutes, tu sens, les 3 premières minutes, Julius Randle dans un match, tu sens que c'est déterminant. C'est-à-dire, s'il rate les 2 premiers shoots, terminé. Et d'ailleurs, tu le vois. RJ Barrett tout de suite prend le lead. Jalen Brunson tout de suite, machin. Et je trouve que c'est, tu vois, c'est ce mot reliable où tu peux te rattacher, qui porte tout le monde derrière. Je trouve que Julius Randle, il a jamais vraiment que confirmer ce qu'on attendait de lui quand il a été tradé des Lakers pour aller remonter New York comme il le pensait. Mais après, c'est vrai qu'il a eu un impact. Enfin, New York est remonté quand même avec son arrivée, mais je Bien pense sûr. effectivement. Enfin, je suis d'accord avec toi hein, sur le joueur. Je pense pas que ça soit un joueur qui puisse t'emmener si loin que ça. Et je pense que son énorme saison avec New York, là, qui lui avait valu d'être All-Star, a caché quand même pas mal de choses.
Voilà, il jouait une espèce de, tu sais, dans un rôle, une espèce de rôle de point forward. En plus, il était hyper adroit cette année-là. Je pense pas du tout qu'il ait espèce de skill set ou le talent, les capacités de pouvoir vraiment générer le jeu pour toute une équipe, comme c'était le cas ces années-là. Et je suis pas surpris de voir que ça marche mieux maintenant que enfin, que ça marche mieux, du moins que, je pense que avec un mec comme Bronson, tu peux plus facilement effectivement créer un jeu offensif, un jeu collectif autour d'un joueur comme Bronson que comme Randle, même si les deux aiment bien shooter quand même. Pourquoi je dis surcoté? Parce que quand tu regardes commercialement parlant, si tu veux t'acheter un maillot des Knicks en ce moment, le disponible, c'est celui de Randle, quoi. Donc c'est lui qui est censé être le visage bankable de la franchise, quoi. Bon, on verra. Bien sûr, tout ça se jugera de manière beaucoup plus sereine et certaine à la fin de carrière, mais bon, elles ont quand même pas mal avancé ces carrières. Alors moi j'en ai un autre qui est une icône important pour pas mal, toujours parmi les joueurs actuels, c'est Kyrie Irving. Et je vais parler que du terrain, je vais parler que du terrain, mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à comprendre, même s'il est fabuleux avec le ballon, c'est que ça soit sur le dribble ou que ça soit dans la finition au cercle, c'est un joueur incroyable, tout ça, je suis le premier à le reconnaître, le talent est incroyable. Par contre, voilà, moi je vois pas en lui la superstar que beaucoup nous décrivent. Je vois pas en lui le joueur qui te porte. Certes, bah, avec LeBron, Kevin Love et les Cavs, il remporte ce titre. Il met ce panier déterminant dans le dernier match. Il est très bon sur toute cette série de playoffs. Mais j'invite quand même les gens à regarder les bilans des équipes de Kyrie Irving avant l'arrivée de LeBron à Cleveland, dans des effectifs faibles, hein, je le reconnais, mais les résultats sont quand même catastrophiques. Moi, je peux pas m'enlever de l'esprit que finalement Boston a systématiquement été plus fort quand il n'était pas là, pour une raison ou pour une autre. Euh, et donc voilà, je vois pas en lui. Bon, à Brooklyn, c'était encore plus. Là, c'est plus des. C'est même pas sur le terrain, en fait. C'était les choses extra-terrain qui l'empêchaient d'être sur le terrain, donc qui ont poussé quand même, qui ont mené. Il a contribué à l'explosion de cette équipe qui était construite pour aller très loin. Donc voilà, moi je pense, je le trouve surcoté en fait par rapport à l'image de franchise player potentiel ou de superstar que beaucoup décrivent. Ceci étant dit, parce que j'ai un mec quand même dans mon surcoté, j'aime Il y a toujours beaucoup un ce mais. qu'il fait. Ouais, mais là j'aime beaucoup ce qu'il fait avec Dallas. Je le trouve très bon dans ce rôle. Euh, et je trouve que c'est un rôle et finalement où on l'entend moins parler. C'est l'équipe de Luka, la question se pose même pas. Et dans ce rôle-là, je le trouve vraiment excellent. Et je pense qu'effectivement, dans ce type de rôle, c'est un joueur qui peut t'aider à aller loin. Mais voilà, moi je ne le considère pas comme un franchise player ou comme je vois parfois le joueur le plus doué de sa génération, des choses comme ça. Euh, ou alors, faut voir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de gagner des matchs ou est-ce qu'on parle de douer avec un ballon, des choses qu'on peut faire avec le ballon, quoi. Vous l'avez compris, hein, le truc, c'est pas de dire que ces joueurs sont pas bons, etc. Bien sûr. On explique juste que ils ont peut-être une place, et souvent les joueurs, les surcotés, ceux qui ont la plus grande place, parfois, dans le cœur des fans, qui sont pas forcément des grands connaisseurs. Parce que c'est flashy, parce que ça marche là-dessus. Moi, j'enchaîne, Théo. Tu parles de petits joueurs. Il y a eu une mode à un moment donné, dans les années 2000-2010. Tu parlais d'un franchise player. Il y en a un, il a carrément eu le surnom franchise. Tu vois qui je veux dire? Et Ouais. tu vois cette mode euh, initiée par Allen Iverson, évidemment, mais pas que. Stéphane Marbury, Steve Francis, qui pour moi sont deux joueurs surcotés. Ils ont bénéficié de la hype, déjà de l'arrivée de la culture hip-hop en NBA au milieu des années 90, que ce soit par le style vestimentaire, la musique, etc. Notamment Marbury, qui avait cette image d'icône de la rue new-yorkaise qu'on connaît. Et puis l'avènement des mixtapes N1, on en a parlé, donc ces joueurs-là, bah, ils étaient parfaits pour représenter cette culture-là. Mais deux gars qui ont bénéficié, à mon avis, d'une hype qui était vraiment pas justifiée. Tu as intérêt à assurer quand tu t'appelles franchise, et lui, il l'a jamais fait. On pourrait citer, et pourtant, combien on l'aime, Asia Thomas aussi. Alors lequel?
C'est comme le Ronaldo, il y a le vrai et le pas vrai. Alors, je te parle du pas vrai, de celui du plus récent. Isaiah Thomas, qu'on a adoré à Boston, l'histoire est formidable, mais finalement, quand il arrive à Cleveland, il n'arrive pas. Quand il est à Sacramento, il n'arrive pas. Et on se dit, comment c'est possible si ce joueur est si fort que ça, que personne n'en veuille? Alors, il y a peut-être un comportement, mais il y a un souci aussi. Évidemment, la défense, elle est pas là. Et c'est compliqué, mais tu vois, voilà. Moi, je voulais te parler de ces deux-là. On parlait des joueurs qui ont un costume trop grand et alors, il y en a qui l'ont malgré eux, le costume trop grand. On parlait de Greg Oden, rien demandé. Il n'avait pas demandé à être premier de la draft. Anthony Bennett, ils n'avaient rien demandé. Mais Marbury et Francis, eux, le costume, ils l'ont dit et ils se sont dit, limite, il est trop petit pour moi. Donnez-moi de l'argent et je vais vous montrer ce que je suis. Bah, ils n'y arrivaient pas, c'était impossible. Pourtant, il y a des belles choses à Minnesota, on est d'accord, avec KG, avec Kevin Garnett. Moi, je suis pas convaincu. Jamais Non, été c'est convaincu. clair. Mais Steve Francis, qui avait commencé sa carrière NBA, quand même en refusant d'aller jouer pour Bah oui, l'équipe qu'il avait draftée, il voulait pas aller au Canada, donc il a forcé un trade avant même d'avoir parfait son premier contrat NBA. Tu sais, ce qui est fou avec Steve Francis, que moi j'ai bien aimé à Houston au début, c'est je crois que j'ai jamais vu un joueur, ou j'ai rarement vu un joueur passer aussi vite du statut de All-Star à celui de bout de banc c'est à ça, plus dans la ligue, quoi. totalement. La chute a été incroyable. Bon, il en a parlé depuis, hein, mais ses problèmes d'alcoolisme n'ont pas aidé. Alcoolisme ou autre, une hygiène de vie est catastrophique. Mais ouais, la trajectoire de ce joueur-là, elle est folle. Celle d'Isaiah Thomas, c'est triste parce qu'en fait, c'était un tel kiff de le voir jouer avec Boston, même si tu savais que par sa taille, en fait, ça serait toujours. Il serait toujours. Enfin, il poserait toujours problème. Défensivement, ça serait toujours un problème insoluble pour son équipe d'avoir un mec comme ça sur le terrain dans des quatrièmes cartons, etc. Mais c'était un tel kiff de le voir cartonner avec Boston. Bien Et sûr. voilà, c'est compliqué, les mecs qui acceptent de jouer blessés pour une franchise et qui après se font trader. Et puis après, c'est fin de carrière quasiment. Ça fait toujours un pincement au cœur. Mais ouais, tu sais, c'est un petit peu un peu comme la Linsanity. Je trouve que c'est. Alors, la magnitude n'était pas la même, mais il y a eu une espèce d'engouement pour Isaiah Thomas à Boston, un peu comme il y avait eu pour Jeremy Lin à New York. C'était une période assez cool à suivre, en tout cas, quoi, quand ça Ouais, marchait. c'était chouette, ouais. Ouais. Moi, alors, j'en ai un autre qui est un peu différent parce que j'ai un côté surcoté, sous-coté pour le même joueur. J'en ai plusieurs comme ça. Et moi, j'avais envie de parler de Donovan Mitchell, que j'ai trouvé. Alors, moi, j'aime plutôt bien le joueur. Je l'ai trouvé par moments surcoté, tout comme l'équipe du Jazz, en fait, qui cartonnait en saison régulière, mais tu voyais que c'était pas, ça pouvait pas tenir. Et étonnamment, j'ai l'impression que maintenant, j'aurais tendance à le trouver sous-coté, en fait, du côté de Cleveland. Même si les résultats de Cleveland sont toujours un peu compliqués, un coup ça marche, un coup ça marche pas, tu sens, enfin, on en avait parlé un petit peu dans le podcast avec Shai et Antoine. Je suis pas hyper convaincu du fait que le coach ait trouvé la bonne carburation pour cette équipe. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que c'est les performances qui peuvent sortir parfois du côté de Cleveland sont un peu sous-cotées. Et là encore, c'est pas un joueur très grand. Défensivement, c'est toujours pas un stopper, ça on en est d'accord. Mais ce qu'il arrive à faire parfois quand même offensivement, j'ai le sentiment que c'est comme si enfin, personne regardait vraiment ou personne s'y intéressait. Moi, je trouve, même globalement, tu vois, j'ai l'impression qu'il est considéré pas comme un joueur uniquement de stats. Je trouve ça un peu dur. T'as raison de dire qu'il peut être dans les deux catégories, même si moi, je le trouve pas sous-coté. Moi, jamais je pourrais dire que Donovan Mitchell il est sous-coté parce qu'il fait quand même partie des visages que la NBA met en avant, donc il est vraiment pas sous-coté. Par contre, et en plus, c'est un visage mis en avant dans enfin, il s'est tapé deux petits marchés, quoi. C'est-à-dire, j'aimerais bien le voir. C'était le truc, le voir à New York, quoi. C'était ça le but, j'imagine. Mais bon, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je, je suis pas après. Aujourd'hui, évidemment que c'est formidable de claquer des 60, 70. Et je suis pas ça m'impressionne pas plus que ça quand on connaît aujourd'hui l'engouement de certains joueurs pour la saison régulière et le manque de sérieux. Voilà, mais je suis pas un grand fan de Donovan Mitchell. J'avais pas aimé son attitude au Jazz avec Rudy pour l'histoire Ouais, du Covid. sur la J'avais fin, trouvé c'était ça moche. Ouais. très moyen. Ouais, c'était pas joli. Moi, un autre joueur, je vais te faire saigner des yeux là quand je vais te dire Je ça, m'attends mon au pauvre pire. Théo. Un autre vrai chouchou, quoi.
mais un chouchou, j'adore dans les joueurs surcotés pour moi, John Starks. Voilà. J'adore John Starks, j'adore l'histoire de John Starks, mais faut pas se mentir, si John Starks n'est pas à New York, il n'y a pas d'histoire John Starks parce qu'il est dans cette équipe-là sur un énorme marché mis en avant avec Spike Lee qui portait son maillot. Le petit gars qui. Alors, moi, surcoté parce qu'on l'a toujours vendu comme un Jordan Stopper, mais ça m'a toujours tellement fait rire. Enfin, le mec, Jordan Stopper, l'autre, il n'a pas joué au basket pendant 2 ans. Il revient au mois de mars, il lui colle 55 pions sur la gueule alors qu'il n'a pas touché un ballon pendant 2 ans. Bon, c'est une des plus belles listes. Si on devait faire un Mook Rivers underdog, il est sur la couverture. Avec Jeremy Lin, il est sur la couverture. C'est une des plus belles histoires. Qui soit un personnage, encore une fois, attachant, qui est dans l'imaginaire des fans des Knicks une légende, on ne va pas se mentir. Quand il est présenté, il est tout le temps au Garden, donc à chaque fois qu'il le montre à l'image, le gars, il est acclamé. Il n'empêche que, mec, il n'y a pas le 3 en haut, quoi. Il n'y a pas le 3 en haut. Il n'a pas été retiré, son maillot. Donc, il a eu une fenêtre. Beaucoup diront, ah, il était à 2 sur 18, Game 7 des finales NBA. Il a fait des super playoffs. C'était un compétiteur féroce. Hein, un type qui lâchait jamais rien. Mais je sais pas, ça reste quand même. Je peux pas me dire autrement que s'il avait été, d'ailleurs, quand il est parti à Utah derrière, moi, il s'est plus rien passé. Et quand il est parti à Chicago, bon, le pauvre, c'était compliqué, mais voilà, tu vois, il y a. Et d'ailleurs, je crois que quand il part, c'est presque Marbury qui prend le 3 tout de suite, quoi. C'est-à-dire, aucun respect, tu vois ce que je veux dire. Donc, je sais pas si on peut le voir surcoté, un petit peu quand même, à mon sens, parce que quand il part, il y est pas. Comme c'est la grande question qu'on se pose sur, par exemple, Draymond Green. Est-ce que Draymond Green, s'il quitte ce cocon dans lequel il était en plus protégé par des bestias comme Anthony Mason, Charles Oakley, Patrick Ewing, Charles Smith, etc. Donc il avait ça pour lui. Et même Derek Harper, qui était à ses côtés, était là pour envoyer du bois et lui laisser la place. Hein. C'était presque du foot américain. Il faisait des blocs pour que lui était running back derrière. Tu vois, il passait, il se faufilait. Mais voilà, c'est une question qui est largement ouverte, hein, parce que j'aurais pu le mettre aussi bien de l'autre côté. Hein. Ouais, bah, moi, c'est un des joueurs que j'ai le plus kiffé dans les années Ah, moi 90. aussi. J'ai adoré John Son Starks. Et maillot à la même, maison. ouais, bah voilà, bah, je te l'avais déjà dit, je crois, mais quand on avait eu l'occasion de l'avoir en interview avec Julien De Schittner, c'est une des rares fois avec des basketteurs où j'étais pas timide, tu vois. C'était pas le fait de. T'es là pour faire ton boulot, mais ça me semblait ouf de lui parler, en fait. Je me disais, mais c'est Bien le gars, sûr. je me levais à 2 h du matin pour voir ses matchs contre Chicago, c'est complètement dingue. Après, voilà, je pense qu'en fait, il est un peu iconique dans le sens où il représente euh, au moins autant que Patrick Ewing les années, les belles années des Knicks des années 90. Donc, effectivement, son aura, je pense, a dépassé un peu son niveau actuel en tant que basketteur. Euh, Parce qu'il a, voilà, tout ce que tu as dit, l'histoire improbable, le petit au milieu d'un monde de géants, mec qui avait pas peur de prendre Jordan, même s'il savait que de toute façon, il pouvait pas sortir victorieux, individuellement en tout cas, de ces confrontations-là. Il représentait New York auprès des gens, alors qu'il n'est pas du tout de New York, il est de l'Oklahoma, si je ne me trompe pas, ou un truc comme ça. Mais tu vois, les gens, je pense, s'ils disent c'est qui les meilleurs joueurs new-yorkais ou ceux qui ont le plus marqué, ils vont te sortir John Starks dans les 4 premiers systématiquement. Mais tu vas au Garden, t'as pas 100 000 photos de joueurs, tu vois, dans l'entrée du Garden. C'est-à-dire avant de rentrer à l'intérieur, t'as toute une sorte de Hall of Fame des artistes, chanteurs et sportifs qui sont passés là. Ils sont pas 100 000. Hein. Hmm. C'est Willis Reed, c'est Bernard King, c'est Clyde, c'est Ewing bien sûr, et c'est l'image de John Starks qui monte sur Horace Grant et Jordan sur The Dunk, quoi. Rien que pour ça, c'est une action iconique de l'histoire de la Ligue. Ouais. Et ce qui est fou, alors pour l'anecdote, c'est qu'il a vraiment failli ne pas du tout faire carrière et ne pas du tout faire carrière aux Knicks parce qu'en fait, la petite histoire, c'est que les Knicks l'avaient pris pour le training camp alors que lui, il sortait de CBA, mais il n'était pas du tout sûr qu'il fasse l'équipe. Et c'était même mal parti. En fait, c'était la fin du dernier entraînement ou un truc comme ça. Et il se dit, bon, bah, de toute façon, perdu pour perdu, je vais essayer de dunker sur Patrick Ewing. Et en fait, il a essayé d'escalader Ewing
Ewing se retourne, fait une faute, il tombe au sol et il se blesse. Et en fait, la règle à l'époque voulait que tu puisses pas couper un joueur qui était pas sous contrat avec toi, mais qui avait simplement qui était venu pendant le training camp. Tu pouvais pas le couper s'il se blessait en fait. Donc en fait, ils ont été obligés de lui donner un contrat court terme, mais un contrat malgré tout avec les Knicks. Et finalement, bah, en restant là, il a eu l'occasion de se réentraîner. Pat Riley est devenu à apprécier de plus en plus son état d'esprit. Et finalement, c'est comme ça qu'il a réussi à rejoindre l'équipe. Mais c'est vraiment, il y avait quasiment... Enfin, tu peux refaire son histoire 100 fois. Il y a 98 fois où jamais il joue, jamais il porte un maillot des Knicks en playoff de sa vie, quoi. C'est vraiment un parcours complètement dingue. C'est un peu tu sais, le jouet que tu achètes à ton gosse dans un truc de seconde main, où en fait, ton gosse, tu veux lui acheter des trucs électroniques et tout, puis finalement, tu lui achètes le Action Man comme ça, euh, donc qui sert 1000 fois plus, que tu regrettes jamais, le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur investissement de ta life, il va jouer avec 10 ans, mais à la fin du truc, tu dis, ouais, quand même, t'es pété ce truc. C'est Tu vois, il était super. C'est lui qui. Si j'avais un jouet à garder de ça, je garderais celui-là. Mais il était quand même, tu vois, limité par rapport à certains autres. Mais j'adore. Une icône. Et franchement, j'en ai je trouve qu'ils auraient dû retirer son maillot. Le 3, il est tellement. Tu vois, s'il y a une ville, plus qu'ailleurs, où un joueur représente une ville, c'est-à-dire une manière d'être, etc., c'est vraiment à New York. Et il a représenté pendant. Certes, elle est courte la fenêtre, c'est quoi, 91, 95, 96. Mais Ouais, merde. c'est même peut-être plus court que ça, hein. C'est peut-être 92, 96, un truc comme ça. C'est peu de temps au bout du compte, quoi. Puis après, il rate des lancers francs Mm. compliqués, hein, parce qu'on parle de Nick Anderson, mais lui, il en rate deux en 95 contre Indiana qui font que Reggie Miller il fait sa folie derrière là, avec ses 8 points en 4 secondes. Mais il y a quand même quelques couacs difficiles. Ouais, on continue. Ouais, et juste des mecs adorables. Par ailleurs, hyper Ah, j'en doute pas, sympa, mais ça se voit. tout avec énormément d'humilité et de recul, justement. Lui, je pense qu'il sait, enfin, il se leurre pas du tout sur sa carrière ni sur le joueur qu'il était. Bref, C'est ça. c'est John Starks pour l'éternité, comme on dit. Allez, moi, j'en ai un autre sur le côté, surcoté, sous-côté. C'est Blake Griffin. Blake Griffin qui est Je savais que tu allais le sortir. Ouais, parce qu'en fait, les dunks que Tony Truant, sorti d'une autre planète de son début de carrière, lui ont donné un buzz énorme. À un moment, enfin, limite, tu te connectais pour voir si Blake Griffin avait sorti une dinguerie, que ce soit les dunks sur Kendrick Perkins, sur Mozgov, etc. Et donc, j'ai le sentiment qu'il a été. Finalement, il y a une espèce de. Un tel engouement qu'il a été vite surcoté en tant que basketteur et que finalement, sur sa fin de carrière aux Clippers, moi je l'ai trouvé sous-coté en fait. Le moment où il n'y avait plus forcément cette explosivité, où il n'y avait plus les actions de ce type, mais où il commençait à être montré vraiment quel genre de passeur il pouvait être, quel genre de. Voilà, il commençait à rajouter un petit peu d'adresse longue distance, ce genre de choses. J'ai eu le sentiment, et c'est souvent le cas en fait pour les joueurs qui montent très vite, c'est que bah, on en fait trop, on en fait trop, on en fait des tonnes. Et à un moment, quand leur niveau de jeu commence à se mettre au niveau de la hype qui a été la leur, bah, la hype est plus là en fait. Elle a baissé parce que les gens sont passés à autre chose où ils se disent bah, non, finalement, le mec qu'il était il y a 3 ans de ça, il n'était pas si fort que ça. Et derrière, c'est très dur de reprouver à nouveau que voilà le type de joueur que tu es. Donc, ouais, je mets Blake Griffin, un joueur pour lequel j'ai gardé pas mal de. J'ai vraiment bien aimé le type de joueur qu'il est devenu surtout. Oui, alors oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, Blake Griffin, lui bénéficie d'un espèce de creux dans la ligue où Kobe commence à décliner un petit peu, où il y a l'hégémonie de LeBron d'un côté et où il y a la hype sur Lob City avec les Clippers, hein. Lui, ça me fait mal au cul de le dire, mais c'est pour Chris Paul lui a fait du bien. Ouais, C'est c'est clair. le seul à qui fait du bien, Chris Paul. On en reparlera peut-être une autre fois. Puis c'est Euh, le dernier All-Star en tout cas pour l'instant, c'est le dernier All-Star de l'équipe des Pistons, hein. oui, alors après, oui, c'est clair. Après, quand il est dans son prime aux Clippers, c'est une bestiace, hein, mais la fenêtre, elle a été, j'ai trouvé, je suis d'accord avec toi, c'est pour ça, elle a été très courte par rapport aux souvenirs qu'on en a, quoi. Hmm. On a l'impression que c'est une superstar de l'histoire, mais je suis pas super sûr. Il y en a un, on vend comme une superstar. Alors moi, j'ai jamais aimé, tu le sais, hein, c'est Paul Pierce. Voilà. Moi, ça pète plus haut que son cul, Paul Pierce. Bon joueur, rien à dire, des deux côtés du terrain.
mais ça me paraît loin du statut de légende qu'on lui prête. Il gagne parce que les deux autres arrivent tout de suite, hein, parce que les deux autres arrivent. Ça enlève rien à ce qu'il a pu faire à Boston, etc. Mais quand on me dit t'es dur, il a quand même gagné un titre de MVP des finales et il est dans la liste des 75, moi j'ai deux mots pour toi. Il y en a un qui commence par Tony, l'autre par Parker. Hein. Si tu me dis que Paul Pierce c'est une légende parce qu'il est MVP des finales, l'autre il est même pas dans la liste, Tony. Je sais pas, je trouve bon, l'après-carrière est désastreux. C'est bon. T'as vu la vidéo là où il se pointe avec des, il se pointe avec des meufs à un live streaming de Kevin Garnett et Kevin Garnett qui essaie de lui dire non mais là on a la télé en live mec tu peux pas demander s'il y a de la weed ou, ou qu'on t'apporte du whisky là et le mec il capte absolument pas ce qui est en train de se passer. C'était magnifique. Mais le mec fait passer Kevin Garnett pour Jean-Michel Apathy. Je sais pas si tu vois le truc. L'autre à côté, on dirait un journaliste de haut vol. Déjà, il ressemble de plus en plus à Ronaldo, le Brésilien, tu vois, physiquement. C'est vrai. Mais l'après, l'après-carrière, elle est horrible. Moi, j'ai toujours trouvé ce Paul Pierce. Et tu sais, la fois où j'avais envie de casser ma télé, quand il dit ce putain de shoot avec Washington, alors la phrase, Ah la oui. punchline, elle est incroyable. Il dit du call bank, I call game, il call chat, ouais, je te dis, parce que jamais il veut mettre ça comme ça. La balle, il l'envoie. De derrière, elle part. Le panier, il est là, elle part comme ça. Je sais pas comment ni pourquoi. Elle tape, il a dû mettre un effet, elle tape la planche et elle redescend de l'autre côté. C'est trop châteux. Moi, Je peux pas faire une légende sur de la chatte, moi j'y arrive pas. Moi, j'ai adoré Paul Pierce. C'était mon joueur Je préféré comprends, mais bien sûr. de ces Celtics-là. Ben oui, Honnêtement, mais Kevin je Garnett suis une grande mauvaise foi. Je suis une grande mauvaise Non, foi. non, non, mais c'est rigolo C'est parce pas qu'en une fait, légende pour moi. j'en avais parlé même avec tu sais, Brian Coleman dont je te parlais, qui a écrit, il y a quelques épisodes, qui a écrit le livre Check de technique là, que j'avais sorti en relique là. Pour moi, le meilleur livre écrit sur, enfin, l'un des meilleurs livres en rapport avec le hip-hop. Lui, il est de Boston en fait. Et une fois, je lui parlais de basket comme ça et il me disait, c'est marrant que t'aimes bien Paul Pierce. Même à Boston, en fait, les gens ils préfèrent soit Kevin Garnett, soit Ray Allen parce que, bah, soit il y en a un qui c'est le guerrier ultime et puis l'autre qui est hyper propre sur lui. Et que Paul Pierce, il est beaucoup moins consensuel. Mais ouais, moi j'aimais bien. Disons que c'était plus la vérité sur le terrain que devant un micro, quoi. Ouais, Les mais énormités qui sortent depuis. c'est le fait d'en faire. Tu vois, il y a des joueurs comme ça qui veulent forcer leur légende. L'histoire du poop game, voilà. Il pète plus haut que son cul. Des fois, faut se retenir parce qu'apparemment, lui, il n'y arrivait pas. Mais c'est compliqué. Mais voilà, bon, encore une fois, c'est mon très, 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 très humble avis. Allez, moi j'en ai un autre qui va pas te surprendre. J'ai hésité à le mettre, pas le mettre, parce que finalement, ça devient. On va croire que je fais une fixation sur lui, mais c'est Glenn Rivers, que je trouve surcoté à un point pas possible. Alors, finalement, les fois où je l'ai préféré comme coach, c'était à Orlando, donc avec une équipe de bras Ah, mais attends, cassés. il est surcoté comme joueur ou comme coach? Les deux. Je le trouve surtout surcoté comme coach parce que personne va te dire que c'était un grand joueur. C'était un bon joueur de basket. C'était pas Je pense qu'il faut être costaud pour aller te dire que c'était un grand joueur de basket. Tellement inélégant. Mais c'était un bon joueur de basket, bagarreur et tout. J'enlève rien là-dessus, quoi. Mais par contre, ouais, les deux moments où j'ai préféré, c'est Orlando, effectivement, oui. Avant Timac, hein, je parle du Orlando avec Tariq Abdul-Wahad, etc. Euh, avec les Clippers à la fin, quand il y a une équipe de bras cassés ou de mecs revanchards avant que Kawhi et Paul George arrivent. Là, je l'ai trouvé, effectivement, il a vraiment montré des choses sur le terrain. Sinon, je trouve que sa réputation d'entraîneur, moi, je la trouve vraiment surcotée. Peut-être qu'il sait manager des égos, parce que c'est finalement plus là-dessus que les gens vont pousser sur Doc Rivers, l'espèce de, tu sais, players coach, genre il sait manager les égos, il sait comment parler aux gars, et en même temps, il a le record du monde de séries où il a été repris après avoir mené 3-1 ou 3-2. Donc il y a un moment, si tu sais si bien que ça manager les égos, soit c'est que bah, t'arrives pas à motiver tes gars quand il faut finir les séries, ou alors c'est que d'un point de vue tactique, t'es un peu limité. Et finalement, quand tu vois les performances des Sixers cette année, sans James Harden et avec un autre coach à la tête, bah, je trouve que ça en dit beaucoup sur Doc Rivers, Doc, tu vois, je peux pas m'empêcher parce que je m'étais dit que je l'appellerais tout le temps Glenn Rivers, mais j'arrive pas à le faire. Mais ouais, en tout cas, pas docteur en stratégie basket.
C'est clair que tu vas pas tu risques peu de le retrouver comme Oppenheimer devant un tableau en train de faire des formules. Ça va être compliqué. Si, c'est écrire 3-1 et après 3-4. C'est tout. C'est le seul C'est truc ça. qu'il arrive à très très bien faire. Non, là où il est très très fort, par contre, c'est pour trouver quelqu'un d'autre à pousser Ah sous les ouais. roues du bus au moment où il faut tirer les bilans. C'est ça. Ouais. Grand. Alors, c'est ça que je voulais te dire. Il est peut-être pas vraiment docteur, mais il est conducteur de poids lourd émérite. Parce que il prend les gars et il est là, les Ben Simmons, tous ces gars. Tu parles de lui, j'imagine. Ouais, ou même C'était, James Harden en partant de Philly. ouais. Moi, j'en ai plein d'autres. Alors, on se rend compte qu'en fait, les joueurs surcotés, souvent, c'est l'asset parfait dans les trades, tu vois. Un mec comme Trevor Ariza, le mec, il a fait 150 000 clubs, un peu comme PJ Tucker. Finalement, Trevor Ariza, il a toujours eu moi, j'ai toujours trouvé un peu. Enfin, j'avais jamais trouvé aussi fort qu'on a pu le dire. À chaque fois qu'il arrivait quelque part, on dit ah, ça, c'est le fit parfait. Et 4 mois après, il est dans un trade pour faire venir quelqu'un d'autre. Ces gars-là, faut pas. Voilà. Et il a joué où? New Orleans, Houston, Washington, Phoenix, Sacramento, Lyon. Je crois qu'il a fait, il a fait 3 mois à l'OM. Enfin bon, catastrophe. Il y en a plein d'autres. Hein. On va passer au underrated. Moi, j'avais noté des Antonio McDyess, des Mike Bibby, des Alan Houston, tu vois, des joueurs comme ça dont on a fait Un beau joueur à des Houston. Ouais. beaux joueurs, mais pas aussi incroyable qu'on a pu le dire. Il fait une grosse campagne de playoff, mais il n'a pas été aussi fort ou aussi fou le souvenir qu'il a laissé dans Mm. l'inconscient collectif. Voilà. On va passer à ceux maintenant qu'on aime trop pour laisser passer de côté, ceux qui sont un peu sous-cotés. Théo, je te laisse commencer. Sous-côté, alors j'en ai un. Alors ça a peut-être être étonnant, mais je trouve qu'au bout du compte, David Robinson, aujourd'hui, est un peu sous-coté, un peu oublié quand on parle des années 90 et des joueurs dominateurs de cette période. J'ai l'impression que son nom sort quasiment jamais. Alors autant je reconnais que c'était peut-être pas l'espèce d'alpha dog qu'ont été d'autres intérieurs comme Olajuwon, Shaq sur la même génération. Je pense même que finalement, tu vois, Tim Duncan avait peut-être plus ça en lui que David Robinson. Mais je trouve qu'on oublie un petit peu vite l'extraterrestre que c'était quand il est arrivé dans la ligue pour sa taille, l'agilité, les qualités athlétiques, C'est même cool. le petit shoot du poste, tu vois. C'est un mec, je pense que dans la NBA actuelle, il serait parfait dans la NBA actuelle. Et j'ai l'impression que voilà, c'est un petit peu celui dont on parle quasiment jamais, sans que forcément que les gens ne l'aiment pas ou quoi que ce soit, mais il tombe un petit peu aux oubliettes quand on parle des années 90. Après, il a été handicapé par son congé maternité suite au playoff Dont on 95. parlait la semaine dernière. Dont on parlait la semaine dernière, il a fallu qu'il s'occupe des 2 enfants que Hakim lui avait fait. Donc, il avait du mal à revenir. Non, mais je suis d'accord avec toi. Déjà, tu vois, jamais n'a été contesté sa présence dans la Dream Team, par exemple. Hmm. Jamais de la vie. S'il avait fallu en enlever un pour mettre Shaq à la place, jamais on aurait enlevé David Robinson. Et il fait une campagne de JO magnifique. Je pense que c'était un super coéquipier en plus. C'était pas le gars que tu allais retrouver à Las Vegas. C'est un gars très pieux, Non, ça c'est sûr. très, très concentré sur sa carrière, qui a été longtemps l'image. Je sais pas si tu te rappelles, Nike faisait des tournées de joueurs où il y avait Barkley, lui et Scottie Pippen. Ils étaient Ouais. venus jouer à Bercy, je crois. Et j'y étais, ouais. Qui était donc c'était vraiment l'image de, tu vois, les joueurs importants. Moi, un que t'adores, je sais, Sam Cassell. Ah oui. Voilà. Pour moi, Ouais. sous-coté, décisif dans toutes les équipes où il a joué. Hein, il a toujours apporté quelque chose par sa science du jeu. On l'a vu éclore en 95 dans des finales où on Incroyable. n'avait jamais entendu parler de lui, mais alors tu parlais de poser ses coronets sur la table, Ah bah. lui, il a pallié un autre joueur surcoté qui était Kenny Smith, complètement, qui parade avec ses 2 bagues, mais va demander au type qui ressemble à un Chinois à côté s'ils ne sont pas un peu grâce à lui. Moi, je me rappelle de Rick Bénard et Georges Eddy en folie devant Sam Cassell. Dans la finale 95, il fait une grosse finale aussi, notamment le match 2, où il explose Orlando. Il gagne le deuxième match là-bas. Jamais sous la barre des 10 points dans toute sa carrière. Il fait une pointe à 19-8 à Minnesota. Et puis les Rockets lui doivent évidemment beaucoup. Et puis pour moi, Sam Cassell, c'est le mec qui fait, en regardant Glenn Davis, chialer Ah sur oui. le banc. Tu vois, comme ça, genre, mais Qu'est-ce que où tu je fais? suis, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette époque, tu vois? Et super joueur. Et je pense excellent.
excellent coach et vraiment un QI basket hors du commun. Je pense qu'on le retrouvera bientôt head coach, hein. Ça fait trop longtemps maintenant C'est qu'il est dans obligé, des équipes qui marchent obligé, bien. Même, tu obligé. sais, en début de saison, ce que je disais à Chay et Antoine, là, on parlait un peu des Celtics, et je disais, Joe Mazzulla a intérêt à ce que le début de saison se passe bien, ce qui est le cas, hein, et Quelqu'un, je bien suis sûr. ravi pour lui, parce que le Heureusement mec pour qui est lui, à oui. côté, qui ont mis à côté sur le banc, Mais c'est il est fou, ouais. prêt à prendre la place. Si besoin, il est venu même pour ça, quoi. Je trouve qu'ils l'ont pris en une espèce d'assurance au cas où Joe Mazzulla, ça fonctionne pas. Derrière ils auraient donné le leadership à Sam Cassell. C'est vrai quand tu vois que Tyronn Lue fait la carrière qu'il a, mais bon, je pense que Tyronn Lue est beaucoup plus, par contre, conciliant avec les joueurs que peut l'être Sam Cassell, parce que c'était un sacré caractère aussi, Ah tonton. bah oui, c'est clair. Donc, ça doit pas être, il doit pas tout accepter. Quitte à C'est d'autres. clair. Ouais, bah un peu, alors pas tout à fait le même registre exactement, on en a déjà parlé. Moi, j'ai adoré Bobby Jackson aux Kings, joueur qui est passé par les Wolves aussi. Voilà, un peu sur le même format, et des joueurs petite taille, tempérament de feu, qui n'ont pas peur de prendre les gros tirs, qui n'ont pas peur de défendre, et même de défendre. Les Ricains disent ça, t'es au-dessus de sa taille, quoi. C'est-à-dire que tu fais 1m80, mais tu vas prendre des mecs d'1m92 et tu vas les tenir et leur rentrer dans le large. J'ai adoré Bobby Jackson, et notamment voilà, son association avec Mike Bibby aux Kings. Là, c'était pas Alors, Mike Bibby était bien plus talentueux que Bobby Jackson, bien sûr, mais j'ai adoré leur impact en fait dans le jeu de cette équipe qui était un peu soft malgré tout. Je trouvais que c'était un peu les deux qui avaient le plus d'entrain, d'allant. J'ai adoré Bobby Jackson. C'était un petit peu Jet Terry avant Jet Terry, quoi, ce côté. Il y a de ça, Même il y si a de Bobby ça, ouais. Jackson était un petit peu plus dans l'ombre, mais c'est Ouais. vrai que c'était un personnage incontournable et les Kings n'auraient pas fait le run qu'ils avaient fait sans lui, hein. Ça, c'est une Non, c'est certitude. clair. Même si dans la tête des gens, c'est pas lui qui cite souvent, il est oublié quand les gens citent les Kings à ce moment-là. Moi, je vais te parler de Mark Aguirre, Wow. qui est le meilleur Mavs de l'histoire derrière Dirk Nowitzki. Les amis de Luca, ne faites pas un mini AVC, il n'a pas fini sa carrière et il le sera certainement, même pratiquement numéro un, donc ça compte pas pour l'instant. Mark Aguirre, il arrive aux Pistons et ça change tout quand il y arrive au début des années 90, puisque c'est avec lui qu'ils prennent le gap. Ils avaient que de la dureté, mais à part Joe Dumars, ils avaient besoin de shooter à l'extérieur un petit peu. Et Mark Aguirre, qui remplace en plus, qui est tradé contre un autre super joueur sous-coté, Ouais. qui est Adrian Dantley, qui est un des plus grands scoreurs de l'histoire de la NBA. Plus de 23 000 points avec une moyenne en carrière de 24,3 points. C'est énorme, tu te rends Ouais. compte, à cette époque-là où les défenses étaient resserrées et où on ne marquait pas 155 points comme on fait en ce moment. Donc, c'est l'un qui remplace l'autre. Alors l'autre, du coup, ben, malheureusement, part au moment où il se rend compte que c'est un peu comme DeMar DeRozan, il s'en va et l'équipe explose Dans la grâce à foulée. son départ ou grâce à l'autre. Mais voilà, deux joueurs pour moi qui se sont croisés dans l'avion et à l'aéroport, mais qui sont sous-cotés complètement. Et les deux ont joué à Détroit. Ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, Dantley a quand même gardé une dent, c'est le cas de le dire, contre Isaiah Thomas à un bon moment, hein, Ah ouais. pour ce trade, parce que c'était effectivement Isaiah Thomas qui avait envie de faire venir son pote Mark Aguirre, pote de Chicago aussi. Et ouais. Mais c'est vrai que Dantley, c'est un des gros scoreurs dont on parle très rarement, au bout du compte, qui est très rarement cité parmi les joueurs très forts de cette époque, de cette génération, quoi. Et c'est les légendes de Chicago qui s'étaient alliés parce qu'ils se sentaient revanchards et rejetés. Avaient fait un papier sur Asia Thomas dans. Alors, je ne sais plus quel MOOC, c'était pas celui sur les. Chicago? Dans le C'est numéro sur celui sur Chicago? Chicago, Ouais, voilà, oui, bah oui, oui. sur ces sentiments de revanche permanents qu'avait eu Asia Thomas et qui avait vendu ça à Mark Aguirre également pour le faire venir, pour écraser, en tout cas, garder la tête sous l'eau des Bulls qui commençaient à arriver. Ouais, carrément. T'as d'autres joueurs encore dont tu voulais parler parmi les sous-cotés ou Ouais, je peux en avoir un ou deux. Alors, pour te les citer rapidement, Rashard Lewis, Sam Perkins, que j'avais beaucoup aimé, David West. David West et les Ouais. Pacers de manière générale, c'est-à-dire que
Dans les Pacers, il y en a un paquet. David West, Dale Davis, Jeff Foster. On pourrait faire une sacrée équipe de joueurs sous-cotés là-dedans. Et David West, David West j'avais. qui s'est fait choper d'ailleurs un titre de Most Improved Player par Boris Diaw parce que c'était les deux Ouais, ouais. finalistes de cette Mais année-là. quel joueur, super joueur qui, pareil, d'impact tout de suite. Par rapport à ton suite, Horace Grant, bien sûr. Ouais. Moi, Ouais. j'ai toujours adoré. Jeff Hornacek, parce qu'on parlait de Stockton avec son physique de conseiller patrimonial au Crédit Agricole. Mais le joueur le plus sous-coté J'ai pour adoré. moi Ouais, de toute ouais. l'histoire, il s'appelle Emmanuel David Ginobili. Voilà. Pour moi, Ouais, tu penses qu'il est le- sous-coté ouais, encore aujourd'hui. Ouais. Alors, pas par nous, hein. Non, aux États-Unis, c'est sûr, par contre. Ça, Complètement. c'est clairement. Ouais. Complètement. Il n'est pas dans la liste des Ouais. 75. Complètement. Moi, je te parle pas pour nous, hein. Hmm. Je te parle pour eux là-bas. Pour nous, c'est une légende. L'Euroleague en 2001, les titres NBA, des moves en veux-tu en voilà, les titres olympiques. Pour nous, c'est un des plus. Moi, je pense que même pour nous, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire du basket. Et Ouais, moi, clairement. je le mets dans une liste là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais sous-coté en NBA. Sous-coté. C'est dramatique. Mais t'as raison en fait. J'ai même pas pensé parce qu'effectivement, pour moi, déjà, c'est un des joueurs que j'ai pris le plus de plaisir à voir jouer. Donc, j'ai adoré Ginobili. Mais t'as raison aussi pour Pau Gasol en fait. Aux États-Unis, je pense qu'ils Ça, se rendent toujours pas compte du joueur que c'est et même de l'importance qu'il a eu, ne serait-ce que dans la carrière de Kobe. Et c'est ce que j'ai toujours le sentiment, par contre, que Kobe avait vraiment la conscience de ça, quoi. Et qui sait très bien, bien qui sûr. savait très bien que sans Pau Gasol, jamais il gagne les deux derniers titres qui lui permettent à lui, individuellement, de passer dans une autre classe de joueurs d'un point de vue historique, quoi. Et puis Pau Gasol, si les gens pensent qu'il a démarré vraiment sa carrière explosé aux Lakers, mais allez regarder des highlights de Pau Gasol à Memphis, c'est un délire, hein. Ouais, c'est clair. C'est fou. Toi, tu en as d'autres des sous-cotés. Bon, on pourrait parler de ça pendant des heures, hein, mais on va peut-être Ouais. de, de catégorie, on va dire. Ouais, ouais, allez, partons sur des trucs de culture un petit peu. C'est parti. Alors vas-y, allez, je commence par un surcoté. Euh, je vais partir au cinéma. Je vais Christian Bell, que j'ai trouvé Magnifique. surcoté pendant des années Magnifique. et des années. Je comprenais Magnifique pas choix. que ce soit dans American Psycho, je comprenais pas. Dans les premiers Batman dans lesquels il joue, je me dis, mais attends, mais même Alfred, qui est joué par Michael Caine, un acteur immense, tu dis, attends, t'es Batman et Michael Caine et Mais Alfred a plus de charisme que toi, comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Donc pendant complètement. des années, j'ai pas compris et je dois reconnaître que je l'ai trouvé fantastique dans un film qui s'appelle The Fighter avec Mark Wahlberg et que là, j'ai trouvé qu'il était incroyable. Et sur sa deuxième partie de carrière, entre guillemets, je l'ai trouvé beaucoup plus convaincant. Mais au début, je comprenais pas du tout la fascination pour cet acteur. J'ai le même sentiment avec toi qu'avec Kevin Spacey. J'ai jamais Ouais, compris tu vois, on parlait des duels la semaine dernière. Et un duel incroyable dans une série, c'est le duel Frank Underwood et sa femme et Claire ah Underwood oui. dans House of Cards. Duel mythique. Mais pourtant, elle parle pas beaucoup. Mais quand il est. Alors, il y a des gens qui disent ça et ça me fait toujours rire, le côté inoccupeur à l'écran. C'est-à-dire, il y en a certains, ils arrivent, tu vois, on parlait de Pacino, De Niro, DiCaprio, ces gens-là, quand ils arrivent à l'écran, c'est fini, ils le prennent en entier. Hmm. Je trouve que Kevin Spacey, il n'a jamais été. J'ai jamais compris la fascination des gens, tout ça, parce qu'il sort d'un commissariat en boitant et en enlevant sa canne. Si vous n'avez pas vu Visual Suspect, je viens de vous le niquer comme il faut. Mais voilà, j'ai C'est de jamais. votre faute, en même temps, si vous l'avez pas vu. Le film est sorti il y Voilà, a c'est 30 vrai, c'est piges. bon. On peut plus Non, rien non. pour vous, quoi. Mais j'ai jamais pigé ce truc-là, mais je vois très bien, ce que tu veux dire. Et moi, dans les sous-cotés, c'est Matthew McConaughey qui, pour moi, est un des plus grands Hmm. acteurs vivants, quoi. Sa performance dans Interstellar, je crois que c'est justement ça tutoie les étoiles, quoi. C'est un super acteur. On le voit pas beaucoup dans Loup de Wall Street, mais son apparition, elle est folle. Quand il arrive, c'est un fou de sport universitaire de sa fac de Texas. Et je crois qu'il s'est engagé avec la fac et tout, mais quand il est habité, quand il arrive sur le terrain, généralement, tu ne vois plus que lui, quoi. C'est-à-dire, il prend la lumière. Moi, dans les acteurs, mais ça, pareil, surcoté, sous-côté, on peut en faire des tonnes, mais je pense que tu en as d'autres. Et dans True Detective aussi, j'ai trouvé extraordinaire avec. Quel acteur. Ouais, ouais, non, super acteur. Alors j'en ai un autre. Allez, je vais partir sur un autre surcoté.
Donc là, j'ai aucune idée de si tu vas être me suivre là-dessus. C'est Drake. C'est Attends, je le barre. Je le dis vraiment sans aucune animosité du tout. Je n'ai jamais compris la fascination ni l'aura de ce gars. C'est parmi les rappeurs qui ont été des superstars. Je pense que c'est l'une qui a le moins impacté ma vie, dans le sens où je, je peux pas te citer un album. J'ai déjà essayé à plusieurs reprises d'écouter des morceaux. Ça m'a vraiment jamais parlé. Et là justement, récemment, il a sorti une version augmenté, je crois, de son dernier album. Et j'ai enfin trouvé un morceau que j'ai kiffé. Donc il y a un morceau de Drake que j'ai écouté et que j'ai kiffé. C'est un morceau produit par Conductor Williams, là, sur son dernier album. Mais sinon, à part ça, je n'ai jamais compris la fascination, l'attrait. Non, je suis passé à côté, sans doute. C'est une pop star qui s'est rappée, Drake, pour moi, c'est ça. Et là, en plus, tu dis ça parce que je l'avais mis en haut de ma liste. Parce qu'en plus, figure-toi qu'il y a, qui est-ce qui s'appelle? C'est Jeff Teague, là, qui a sorti dans un Oui. podcast qu'il chantait mieux que Michael Jackson. Que Drake Bah, chantait mieux que Michael Jackson. voilà. Non, mais attends. Alors, chaque mot est une dinguerie, si tu veux. Plus tu avances dans la phrase, plus c'est fou, quoi. C'est-à-dire que Drake chante, déjà, ce gentleman, donc formidable, et chante mieux que Michael Jackson. C'est-à-dire que, enfin, tu vois, c'est pour ça. En fait, c'est une pop star, Drake, qui a certes un flow un petit peu mélodique, parce que tu le reconnais quand il arrive, mais merde. Enfin, bon. Enfin, on est des fans de hip-hop, il y a tellement meilleur. Là, il fait un truc, et en plus, il s'allie avec des gars, on dirait qu'il fait exprès. C'est-à-dire, c'est comme moi, je dis, je vais aller jouer au basket avec Erwan Abotret, tu vois. Je sais qu'il va me marcher sur la gueule, qu'il va me défoncer, Erwan. Qu'est-ce que tu vas faire un truc avec J. Cole? Tu vois, le mec, c'est pour moi, c'est un des meilleurs MC qui soit, J. Cole. Qu'est-ce que tu vas faire un truc avec J. Cole? Bah, c'est très bien, ça va contrebalancer le truc. Mais pour moi, il y a 1000 classes d'écart. Il y a aussi un mec qui avait dit, vous inquiétez pas pour les paroles que j'écris, moi j'écris des chèques. Tu sais qui est-ce qui a écrit ça? Un C'est mec bien Puff surcoté. Daddy. Non? Exactement. Ça, bah oui. C'est Didi, ouais, pareil. Est-ce qu'on est d'accord sur le côté surcoté de Didi sur, alors pas sur la prod, hein, sur son. Enfin, il était avec un autre rappeur, rappelle-toi que Ah, j'adorais quand il s'appelait Mace, oui. il l'a pris, il l'a écrabouillé parce que l'autre était meilleur. Mais je le trouvais bien meilleur, l'autre, Ah bah ça, sans commune dans mesure, au micro, ça a jamais sur été possible, Mon Money, Didi. Mo Problems, tu vois, le morceau, c'est l'autre qui le fait. Mm. Donc j'ai toujours trouvé Didi surcoté. C'est clair. Mais tu vois, Didier, j'ai quand même appris à reconnaître avec le temps, en tant que producteur, Bien vraiment ce qu'il apporte. Parce sûr, qu'au début, je me disais, mais mais qu'est-ce qu'il fait en évidemment. fait, ce mec-là? C'est pas lui qui écrit les paroles, c'est pas lui qui produit. C'est quoi son impact? Et en fait, c'est vrai, c'est vraiment un producteur au sens premier du terme, dans sa capacité à mettre dans une même pièce des gens qui vont performer ensemble, à changer, comment dire, à rajouter la touche qui manque à la fin. Donc effectivement, mais tu vois, même à l'époque, même en tant que producteur, je trouvais immensément surcoté par rapport à d'autres beatmakers de l'époque. Tu vois, je comprenais pas la fascination. Avec le temps, j'ai beaucoup mieux compris son approche, quoi. Moi, je te parle en tant En qu'MC, tant que hein, bien rappeur, bah, en sûr. tant que C'est pour rappeur, ça que bon, bah, je, ça, c'est pour ça que ça je a jamais été l'ai. possible. Oui, mais dans la tête de gens, du grand public, on va dire, c'est un rappeur. C'est Hmm. pas du tout un producteur, hein. Mais bon, alors si on fait dans la jeune génération, ces rappeurs surcotés, là, mon pote, on est parti. Les Lil Yachty, les machins, les bidules, tout ce qui est Lil Nas, Lil machin, Lil truc, ASAP machin, ASAP truc, DJ Khaled. Enfin, lui, DJ, lui, il est DJ comme Rivers, c'est les docteurs. Pas mal. C'est une très bonne punchline. Et moi, j'en ai un sous-côté pour le coup. Ouais, Euh, Côté musique aussi, c'est le producteur Alchemist. bien Alors, je vais sûr. pas dire qu'il est sous-coté dans le sens où je pense que les gens qui le connaissent savent ce qu'il fait et voilà l'importance qu'il a. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte finalement du catalogue qui est le sien. Pour moi, il est dans la catégorie des plus grands de tous les temps et son catalogue n'a aucun sens. Je pense qu'il n'y a pas un autre producteur de rap, de hip-hop, qui, comme lui, peut se targuer d'avoir bossé avec les plus grandes stars des plus grandes stars, que ce soit les Snoop, les 50 Cent, les Drake, même sur le dernier album de Drake, il y a une prod d'Alchemist, et les rappeurs les plus underground que tu as entendu. Et tu vois,
à 2 ans d'écart, il a sorti deux disques. Enfin, il a complètement produit deux disques. Celui-ci, qui est l'album Aram d'un groupe qui s'appelle, pardon, j'ai un jeu trou, Armand Hammer. Donc là, pour le coup, complètement underground. C'est très peu connu, enfin, c'est assez peu connu. Deux rappeurs, voilà, nouvelle génération, mais avec une esthétique plutôt à l'ancienne. L'album Aram, superbement produit, c'est hyper minimaliste. Et dans la même foulée, il a sorti plus récemment ce disque avec un rappeur qui s'appelle Larry June. Donc plus connu, bien plus mainstream quelque part. Des styles de production complètement différents sur les deux projets. Et en fait, bah, le mec, il est comme un poisson dans l'eau. Il peut te produire ça, te produire Action Bronson, ou le futur rappeur dont tu n'as jamais entendu parler. Il fait des albums avec Earl Sweatshirt, voilà, de Hot Future. Je trouve son catalogue incroyable. Et pour finir, tu sais, il y a une espèce de quand on voit Griselda, où il y a toute une mouvance de rap actuel, mais qui plaît ou qui peut plaire à ceux qui aiment encore les samples, etc. Je pense qu'un rappeur comme Rock Marciano a été l'instigateur un peu de cette vibe. Mais cet album encore de Alchemist qui s'appelle Russian Roulette, qui est sorti il y a Super un petit album. moment maintenant, qui est sorti, je sais plus en quelle année, je vais te retrouver ça, en 2012 ou 2012. 13? Ouais, 2012, 2012. exactement. Donc il y a plus de 10 ans. Pour moi, c'est un album un peu précurseur en termes de production de ce qu'on peut entendre aujourd'hui, avec, tu sais, des batteries qui sont beaucoup plus mises en retrait. Parfois, tu as même l'impression qu'il n'y a pas de batterie du tout, que c'est simplement les samples. Et en fait, quand tu écoutes bien au mix, c'est hyper bien travaillé, c'est simplement mis en retrait. Voilà, moi j'adore Alchemist. C'est, je pense, l'un des. Ouais, pour moi, il est dans mon panthéon des meilleurs producteurs de tous les temps. Alors nous qui défendons la musique underground, évidemment, quand on est underground, tout est sous-coté pour nous quand on voit ce qui sort vraiment et ce qui fracasse. Moi, dans les voix féminines que j'adore, j'en ai deux. Alors, j'en ai une plus connue que l'autre, évidemment, mais je vais démarrer. Alors, je pourrais t'en sortir mille, hein. On parlait d'Elodie Rama, on parlait de la Chica il n'y a pas longtemps. Mais pour moi, Alice Russell, Mm. qui est une chanteuse anglaise de Brighton, qui est une des plus belles voix de la soul qui existe dans un corps d'anglaise. Donc, c'est exceptionnel parce que c'est la petite blonde très drôle. Elle est à mourir de rire. Elle est d'une gentillesse. Et en fait, il n'y a pas eu le clic qui aurait dû parce qu'elle était poussée par Gilles Peterson. Elle a fait des featuring avec les plus grands. Elle était avec Hocus Pocus même à un moment donné. Enfin, elle a vraiment, elle avait un potentiel de superstar. Elle aurait pu être Amy Winehouse à la place d'Amy Winehouse. Elle aurait pu être Sharon Jones à la place de Sharon Jones. Elle aurait pu être elle avec les Dap Kings. Ça n'aurait choqué personne. Elle a un talent fou. Et puis, voilà. Moi, je pense qu'elle n'a pas eu envie, à un moment donné, de vivre cette vie-là. Elle a eu envie d'avoir une vie de famille. Elle travaille toujours avec les mêmes, avec son acolyte TM Juke. Elle est restée longtemps fidèle à True South, ce label anglais. Mais c'est pour moi une des plus grandes chanteuses vivantes de soul music. Alice Russell. Allez écouter les disques qu'elle a fait avec Quantic. Ouais, ce que j'allais dire. Euh, voilà, avec le Quantic Soul Orchestra. Allez le chanter, allez écouter sur un morceau qui s'appelle Pushing On. Quand sa voix elle rentre, ça vous met mais les poils. Elle peut chanter tout n'importe quoi. Voilà, elle. Et pour moi, une des plus grandes chanteuses qui soit, c'est Shadé. Voilà. Et aujourd'hui, quand on cite les grandes voix de l'histoire, elle y est jamais. Et pour moi, alors c'est sûr que c'était pas un personnage sulfureux, hein. Shadé, elle arrivait à l'heure. Elle parlait. Non, 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 mais c'est vrai, c'est la réputation qu'elle a. Elle arrivait à l'heure. Elle disait bonjour à tout le monde. Elle avait toujours un mot gentil pour tout le monde. Elle parlait bien à ses musiciens. Elle envoyait chier personne. Donc, 5 critères que n'a pas Eric Abadou, par exemple, ou que n'ont pas plein de Ou gens Lauryn Hill. ou Lauryn Hill, ou toute cette génération-là. Mais putain, Shadé, quoi. Shadé. Et aujourd'hui, tu me proposes un nouvel album de Lauryn Hill ou un nouvel album de Shadé, il n'y a pas photo. Ouais. Je prends Shadé direct. Direct. Et si vous aimez Shadé, je vous conseille d'aller écouter une artiste pareille, Under the Radar complet. Elle s'appelle Cléo Sol. Cléo, plus loin Sol, S-O-L. Et c'est merveilleux. Et c'est vraiment une anglaise encore. De toute façon, pour les Anglais, ils sont au-dessus, largement. Et, euh, et voilà. Et parmi les MC, Skyzoo. Je pense que Ah tu bah connais très oui, très bien. bien sûr. Et j'adore Skyzoo, qui d'ailleurs a écrit un hymne pour les Knicks récemment, il n'y a pas très longtemps. Une super chanson, bleu, orange bleu et orange, bleu, orange et blanc. Et franchement, Skyzoo, pour moi, c'est un super rappeur. Un des rares rappeurs qui est, pour moi, avec Common, vraiment efficace en jouant en live avec un live band Mm. derrière. Voilà. Ce qui n'est pas facile.
Mais c'est un des rares qui arrive à poser sa voix merveilleusement avec un live band. Et c'est pas simple parce que tu as envie de pousser plus fort parce qu'il y a une vraie batterie, parce qu'il y a une vraie guitare, etc. Il a fait beaucoup de soirées au jazz, au Blue Note à New York. Et c'est un personnage éminemment attachant en plus, d'une gentillesse et d'une simplicité. J'avais rencontré à Marseille quand il était venu avec Apollo Brown. C'est un super gars, on est encore en contact tout le temps. Et d'ailleurs, on devrait l'inviter dans Culture, je suis sûr qu'il y aurait plein de trucs à nous raconter. Avec plaisir, avec grand, grand plaisir. Ouais. Super rappeur, Skyzoo. Est-ce qu'on enchaîne sur le coup de gueule de la semaine, peut-être? Parce que j'ai l'impression que t'es un petit peu chafouin, j'ai l'impression. Ah, mais je te l'avais dit la semaine dernière, tu te rappelles donc contre qui j'avais poussé un coup de gueule, C'est magnifique. hein? Faut les écouter dans l'ordre, les Hoop Cultures, parce qu'il y a Euh, il y a des écoutez, références à suivre dans la foulée, quoi. la semaine dernière, je me suis auto-cartouché. Mon coup de gueule, c'était moi parce que je m'étais pris une paire que j'ai 100 fois. 100 fois sur plein d'éditions différentes. Et là, je l'ai unboxé d'ailleurs sur l'Instagram de Rivers la semaine dernière. C'est un modèle qui est sorti hier, samedi 9 décembre, pardon. C'est la Jordan 11 Gratitude. Alors pourquoi Gratitude? Parce que Michael Jordan, d'habitude, ici, il a marqué Jumpman Jordan, ici, un peu en biais, tu vois, sur ses. Et là, il y a marqué Ouais. Thank you. Et il remercie, en fait, il le dit à l'intérieur. Alors, il y a un petit mot. Il y a un petit mot. Quality basket des produits de basketball de qualité créés avec gratitude pour le meilleur joueur de tous les temps. Merci de me permettre de vivre mes rêves. Merci de me permettre d'avoir la vie que j'ai. C'est signé Yvette Prieto, la femme de Michael Jordan, qui me remercie de lui avoir payé un bout de ses vacances encore une fois. Ben voilà, il y a marqué thank you pour le merci. Il y aurait marqué virgule gros cono. C'était la même histoire. Donc voilà, merci. Michael me remercie. Non, c'est un très très beau modèle. Le 23 derrière, d'habitude, il est imprimé. Là, il est carrément embossé. Ici, le Jumpman qui est d'habitude cousu. Là, vous voyez, c'est une petite plaque. Alors, elle est Oui. en plastique, mais le cuir est de bonne qualité. Voilà, c'est une très très belle paire de 11. Généralement, on met jamais les 11 parce qu'elles sont en tissu et qu'on a toujours peur de les abîmer s'il y a une goutte qui tombe dessus. Là, on peut les nettoyer. Voilà, ça reste un super modèle. Je rigole, je le regrette pas du tout. Mais il s'est mis sur ma pile où il y a 4 ou 5 paires de Concorde comme ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Et je m'en veux une fois de plus. Shame sur moi, vraiment shame sur C'est moi. ça. Si vous entendez du bruit, c'est Pierre Armand qui passe en bas de chez vous en se fouettant le dos comme à la fin Avec une du Lion de cloche. la Rose. Ouais, c'est ça, avec une dame dans une tenue moyenâgeuse, avec une cloche qui est derrière moi et une crécelle. Exactement. Allez, on va passer à nos coups de cœur de la Ouais, semaine. Allez, je commence. Sur la même thématique, on parlait des gens sous-cotés. Moi, c'est sans doute, je pense, le rappeur le plus sous-coté, le rappeur américain le plus sous-coté, qui vient de sortir un nouveau projet. C'est un rappeur qui s'appelle Elzai, un rappeur de Détroit. Donc Elzhi, qui vient de sortir un album avec intégralement produit par Ono, le petit frère de Madlib. un Euh, des producteurs les plus sous-cotés qui sont aussi. Lui, s'est fait et bouffer qui par sont son bas frère. les reins d'une puissance que Complet. vous pouvez même pas imaginer. Vous pouvez même pas imaginer. Mais ouais, voilà, Elzai, moi j'adore ce rappeur. Si vous aimez, si vous cherchez de la technique, parmi les rappeurs techniques, je pense il y en a. Moi, je le mets dans la même catégorie que des Black Thought, des Eminem, des Pharoah Monch. Il est de ce calibre-là. Il fait une carrière solo qui est vraiment très belle. En fait, il a commencé, il a été un moment dans Slum Village et puis après il est parti tout seul. Et il a réussi cet exploit, c'est-à-dire qu'il y a, pareil, là, ça doit remonter à il y a une quinzaine d'années maintenant. Il a sorti ce disque qui s'appelle Elmatic, voilà, dans lequel en fait il y a le groupe Will Sessions qui rejoue les instrus de Illmatic de Nas, qui est sans doute mon album de rap préféré de tous les temps. Et ce qui est incroyable, c'est que j'aime quasiment autant la version d'Elzai que celle de Nas. Ce qu'il a fait là-dessus, c'est intouchable. Il a repris C'est ambitieux, hein. c'est C'est casse-gueule, ambitieux, hein. c'est complètement casse-gueule. Le fait de le faire avec un groupe live qui a rejoué les instrus et qui l'a fait, ils ont vraiment, je pense qu'il y a eu un travail de mix assez incroyable pour redonner un son quand même, vraiment, tu retrouves un peu le son du sample, mais c'est des musiciens qui jouent. Il a repris donc les morceaux de Nas, Genesis, Halftime, Memory Lane, The World Is Yours, etc. Et pour moi, c'est une réussite totale. Et donc voilà, ce nouvel album qui est sorti cette semaine avec Ono qui s'appelle Heavy Vibrato. Euh,
voilà, c'est du rap, hein, C'est pas facile d'accès, hein. Alors, non, on vous non, le dit, c'est faut s'y accrocher. Les instrus, elles sont profondes. Ça sent, ça respire la, la cave qui est comme il faut, comme on aime bien, hein, nous. Mais c'est passionnant. Enfin, le truc, le travail derrière est fou, quoi. exactement. Donc voilà, je vous encourage à aller écouter donc Elsa Iono sur l'album Vibration. Et pour le coup, je te sors, c'est pas ma relique, mais ça aurait presque pu l'être. Ça, c'est le tout premier projet qu'il avait sorti tout seul en indépendant complet que j'avais réussi à choper sur le net à l'époque. Donc ça doit dater de, je sais pas moi, 2005, un truc comme ça, 2004-2005. Faites-vous un coup d'une playlist Elsa si vous connaissez pas un rappeur incroyable. Il y a quand même une vraie obsession pour Nas, quand même, parce que même dans le visuel, là, ouais, tu vois, là, tu peux faire, tu le montres comme ça rapidement, tu peux faire croire à quelqu'un que c'est un disque de Nas. C'est pas faux, C'est-à-dire, ouais, c'est clair, avec le on contrôle sent que les bâtiments dans le fond. ouais, ouais, on sent que l'artwork, il est, même lui, physiquement, de profil comme ça, il lui ressemble presque. Ouais. Moi, j'ai deux coups de cœur. J'en ai un basket, c'est Adam Silver, mon premier coup de cœur, parce que ce type-là est en train de transformer en or tout ce qu'il imagine. Un petit peu comme Rivers, en fait. C'est le seul point de comparaison que j'ai trouvé avec le MOOC, le C'est bouquin, gentil. etc. Les podcasts, le CQFR, ce à quoi il faut répondre avec. Je te félicite pour ton générique qui est génial, Ah, merci. la bande-son que tu as sortie. Mais Adam Silver, voilà, bah, déjà la bulle, c'était fou d'avoir réussi à faire la bulle. Le play-in, c'est une idée, tout le monde avait gueulé et finalement, on s'en rend même pas compte. Mais regarde, quand vous faites les previews sur le podcast Rivers. Premier truc, vous dites, c'est une équipe play-in. Donc, c'est tellement, en 2 ans, c'est rentré dans la tête des gens, 2, 3 ans. Mm. Et le In-Season Tournament, c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. On a vu des ambiances de folie. Ça part à Las Vegas. On sent que ça commence à titiller certains. Donnez-nous 2, 3 ans et vous allez voir ce qu'on va voir. Parce que si LA le prend, donc ils vont tous se dire LeBron, il en a une, moi je vais aller le chercher derrière, il va vouloir en avoir, etc. Et je pense il faudra 2, 3 ans pour que ça titille certains d'aller vraiment la chercher la coupe. Parce que ils aiment bien quand ils ont un ego et quand il y aura ça sur le palmarès en plus, ils aimeront bien la chercher. Donc ça, c'est Adam Silver, bravo à lui. Et quand je vois tous les projets qu'il a, je me dis, notamment l'expansion à l'étranger, je me dis, mais faites-le, quoi. Parce que j'ai envie de voir. Et c'est tellement bien monté, c'est tellement bien amené, c'est tellement bien expliqué. Surtout, la pédagogie d'Adam Silver est dingue. Et, ses prises de position très fortes pour les droits civiques aux États-Unis, pour tout ce qui s'était passé, les maillots dans la bulle avec marqué. D'ailleurs, c'est un grand regret qu'ils aient jamais commercialisé ces maillots avec les Avec les messages. surnoms où les gens choisissaient les messages dans le dos, là. C'était Ouais, cool, ça. avec les Black Lives Matter, avec Ouais. les Equality, etc. Avec les surnoms encore, c'était marrant, mais celui-là, avec les Avec ces messages, seconds, c'était ouais. Mm. vraiment fort. Pouah, c'était costaud de montrer ça. Et puis quand ils avaient accepté que Milwaukee dise on joue pas, sans rien dire en disant les gars, il n'y a pas de problème, on joue pas. Respect, hein, parce que là, tu parlais d'un costume un peu grand. Bon, il est plus grand que David Stern, mais c'était pas facile de passer derrière. Moi, je trouve que C'est clair. déjà, le mec se pose presque en position comme l'un des plus grands de l'histoire, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il restera là-dessus et il est d'une gentillesse disponibilité avec les médias en plus, super. Et mon autre coup de cœur, on parlait de hip-hop, et on en profite pour faire un gros coucou à notre pote Vincent Berthe de Society, et qui sort donc ce numéro spécial sur les 50 ans de rap à la Society. Donc, ça va dans tous les sens, toutes les époques. Il y a des interviews, il y a une maquette superbe, des photos magnifiques, c'est décalé. Je ne l'ai pas encore lu parce qu'il m'a fallu quand même faire à peu près 250 km, mettre Waze pour trouver un kiosque aujourd'hui, hein, puisqu'on en trouve, on en trouve plus, c'est une catastrophe. Mais voilà, il y a plein de personnages particuliers de l'underground. Il y a beaucoup d'underground, bien sûr. Voilà. Il y a plein de gens que tu dois connaître, Théo, que moi je ne connais pas et que je vais découvrir. Voilà. Donc, il faut voir ça. Et puis ça parle aussi bien de l'histoire de rap américain que de la folie type PNL, de The Street, de la pochette de certaines. Voilà. C'est une Bible, petite Bible, 50 ans de rap, une belle maquette. Donc allez soutenir les copains de Society. S'il vous plaît, continuez comme vous le faites avec Rivers d'acheter la presse et d'avoir un objet entre les mains. Ça n'a pas de prix. Si, Ouais, ça puis en a un 9,90. ça va, c'est moins cher qu'une paire de Concorde, non? C'est ça que tu voulais me faire.
Tu me disais tout à l'heure. Ah merde, c'est coincé. T'as de la chance que les gens ne voient pas, ne fassent que nous écouter sur les plateformes s'ils n'auraient pas vu le vilain geste que je m'apprêtais à te faire. Non, mais en plus, ouais, voilà, moi j'ai hâte de le feuilleter pour voir parce qu'il doit y avoir des belles photos de Vincent Berthe dedans. Voilà, l'ancien rédacteur en chef notamment de Rap Mag. Vous avez passé euh, beaucoup de temps ensemble à Détroit notamment, je crois. Bah oui, à Détroit où on avait eu l'occasion justement de rencontrer Elzai sur place dans son studio. Là, c'était un très très bon souvenir. En plus, il y a des trucs marrants, il y a les trucs, Les produits dérivés de les produits arrivés, les mom spaghetti d'Eminem, ce d'Eminem. truc-là. Voilà, c'est vraiment à la sauce society. Vous vous en doutez, c'est absolument pas élitiste, mais on apprend des milliards de choses et j'ai hâte, notamment, il y a une photo de Jay-Z avec ses deux acolytes et une photo qui lit leur sort à jamais, je vous laisse découvrir ce qu'étaient devenus les deux autres alors que Jay-Z a explosé. Bref, c'est formidable. Cool, on passe aux reliques, Pierre? Tout à fait. Alors Ma vas-y, relique, ouais, alors vas-y. c'est une paire de crocs. Ça, tu le recycles à chaque rubrique. Comme tu l'as dit, dans 15 ans, je vais ressortir ça. Tu te rappelles Ouais. de Jordan Gratitude? Et bien, figure-toi que je viens de me racheter la même. Ma relique, c'est une casquette. J'aime bien les casquettes. Ouais. C'est la casquette du titre qu'on voit dans The Last Dance. Elle est horrible. Il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est horrible. Mais elle est tellement OG qu'il y a même l'étiquette encore. Mais d'où t'as sorti ça? Voilà, Championship Locker Room Hat chez Starter. Avec le truc starter d'hier, derrière, voilà, elle est OG de chez OG. Il y a même encore le logo dessus. Ah Alors, oui. il y a la marque Mitchell Ness qui l'a réédité, celle-là. Mais voilà. Alors, où je l'ai chopé? Je l'ai chopé au United Center. Et si vous réécoutez si vous suivez les podcasts de culture, je vous raconte un souvenir de loose où je m'endors pour aller voir un match de hockey parce que j'arrive à Chicago en plein lockout. Donc voilà, j'étais allé au United Center et Il la j'avais vendait acheté. encore du coup après Et coup. il Ah la ouais. vendait encore. Il la vendait encore. J'avais acheté toute une série. Enfin, je vous les montrerai au fur et à mesure, mais il y avait des piles de t-shirts soldés à $5. Euh, Eastern Conference Finals, Bull Pacers, les t-shirts des finales, les t-shirts. Enfin, j'en avais acheté, mais j'étais revenu, j'étais refait. Et donc, j'avais chopé ce truc-là et j'en avais pris deux. Une pour porter. Je ne porte pas vu qu'elle est, je te le rappelle, elle est dégueulasse. Et celle-là, je l'avais gardée. Mais genre, elles étaient à comme c'était passé, elles étaient à, je sais pas, c'est des fins de série, elles devaient être à $10 l'une. D'accord. Ouais, donc c'était les fins de série, effectivement, ils essaient de se fider les stocks et puis toi t'es hop, Pierre Armand qui passe au bon moment, chut, Ouais, puis il rafle vraiment, tout ça dans son sac. Jordan était parti, ça y est, donc il se disait, et puis il n'y avait pas du tout encore, bah, c'est comme toujours, hein, aujourd'hui les gens sont beaucoup plus visionnaires en se disant ça va valoir quelque chose plus tard, mais ça vaut quelque chose. Alors ça vaut rien au niveau mercantile, mais Hmm, ça vaut de l'or dans notre cœur. c'est ça. Mais c'est la faute, c'est la casette qu'il a quand il joue du piano. Enfin, il joue du piano. Overrated, le piano de Michael De Jordan, c'est Michael quand il Jordan. est et qu'il est dans sa chambre d'hôtel là après le titre de 98. Et moi je vais te sortir la mienne. Alors petite histoire d'abord, c'était moi j'ai joué longtemps à la fac. En plus de jouer en club, je jouais à la fac, qui était une atmosphère et une expérience super parce que bah, tu es là avec des gens que tu connais pas, qui sont dans d'autres. Tu sais, moi j'étais en histoire ou après j'étais en anglais ou en lettres, mais tu avais des gens qui étaient dans d'autres, que tu n'aurais jamais croisé autrement qu'au basket. C'était mix, donc en plus il y avait des garçons, des filles, c'était cool. Et il y avait aussi bah, des étudiants étrangers. Et dans ma promo, du moins les équipes dans lesquelles je me suis plus éclaté, il y avait un joueur qui venait des États-Unis et comme je m'appelais Théo, il m'a dit écoute, un jour je vais te filer ça comme tu t'appelles Théo. Et moi je suis pas collectionneur de cartes. On nous a demandé si à un moment on en sortirait, donc je vous montre celle-ci. C'est la carte de rookie de Théo Ratliff, un Ah, joueur que je belle. kiffais d'ailleurs en plus. Voilà, donc avec son maillot des Pistons. 40, Rookie, 44, non? C'était un truc comme ça. 42, c'est non? Je sais numéro plus. 42, j'ai l'impression. Tu vois, 42, ça, ouais. je me rappelle plus. Donc, rookie card de Theo Ratliff au Detroit Pistons. Joueur que je kiffais. Et également, voilà, je t'avais dit mon amour pour les pivots défensifs que je trouvais Ouais, tout le temps exactement. sous-côté. Lui, il est dedans. Et voilà. Et j'en ai une deuxième. Celle-là, c'est Guillaume Laroche, directeur de la publication de Rivers, qui me l'a donnée. Et elle est assez belle parce que j'ai d'un côté Scottie Pippen et de Ouais. l'autre Hakim En- Olajuwon, deux de mes joueurs en- préférés. Recentre là, on la voit pas bien là. Ah, On voit.
Ouais, si, si, t'inquiète pas. Ouais. Voilà, OK. Scottie Pippen. Et de l'autre Ah ouais, côté, donc, putain, c'est super. Hakim Olajuwon. Donc, deux de mes joueurs préférés des années 90. Donc, je Quelle suis pas année? du 94-95, celle-ci. Ah ouais, c'est la grande année de Scottie Pippen, ouais. Et la Ouais. grande année d'Hakim aussi. Ouais, exactement, avec marqué Career Award Achievement dessus en petit Et ouais, logo. il y a un MVP de All-Star et un MVP des finales, ouais. C'est ça, exactement. Ouais, C'est ouais, ça, donc voilà. grosse saison. Et les cartes de basket qui sont les meilleurs marque-pages du monde. C'est vrai. Parce qu'à chaque fois que tu ouvres ton livre, tu es content, tu regardes ta carte 5 minutes et après tu bouquines tranquille. C'est super. Et le marché de la carte de collection, c'est un truc de fou. Ouais, qui réexplose à nouveau depuis quelques années, là. J'ai l'impression que ça reprend une ampleur assez folle, quoi. Ouais, 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 mais c'est vrai que moi, j'ai tout un classeur où ils avaient sorti ça en France, rappelle-toi, Upper Deck en 93. Et on les trouvait comme des vignettes Panini. Mais c'est vrai ils le font plus assez. Mais on peut encore acheter des sets complets. Et tu ouvres et tu as toujours cette, de trouver qui tu sais, ou le joueur que tu aimes le plus, ou un truc un peu collector. Ouais, ça reste un bon moment. Carrément, bah, on va refermer cette page et ce Hoop Culture. De semaine en semaine, on fait plus long, là. On a de plus en plus de mal à se quitter, Pierre Armand. Il va falloir qu'on prenne une coloc ou un truc comme ça, hein. Je pense que ça va être ça va se régler comme ça. On vous rappelle, vous connaissez déjà, hein, tous les rendez-vous tout au long de la semaine, que ce soit le CQFR, que ce soit le Move Deep, que ce soit le podcast du lundi où on rentre un peu plus en détail dans l'actualité de la NBA. Nous, en tout cas, on est vraiment ravis de vous avoir à nos côtés, de pousser ce podcast avec vous. N'hésitez pas à nous donner, déjà nous dire si on se plante sur côté, sous côté, et surtout à nous donner, vous, vos joueurs ou vos artistes ou les personnalités que vous trouvez soit honteusement surcoté, soit incroyablement sous-coté. On sera ravis de découvrir ça. Et puis, on se dit à la semaine prochaine, Pierre. Ouais, si vous avez des idées de thèmes que vous souhaiteriez qu'on Absolument. développe, vous n'hésitez pas, on se fera un plaisir de voir ça. Et ben, bon dimanche à tous, bon week-end. On vous rappelle que le Hoop Culture, c'est sur la chaîne YouTube Basket Session si vous voulez voir nos ganaches. Et sinon, vous nous écoutez sur les plateformes de streaming. Bonne semaine, Théo. Ouais, salut Pierre. Salut. Ciao. Ciao.